номер 4. Выше, Держи это место, держи. Держи, где дым идет, где дым. Tu te souviens peut-être de cette date. Le 26 avril 1986 à 1h23 du matin, le cœur du réacteur numéro 4 de Tchernobyl explose, projetant des débris radioactifs vers le ciel ukrainien. C'est le début de la pire catastrophe nucléaire civile de l'histoire. Mais quelques heures auparavant, personne ne se doute de rien. Je t'emmène cette nuit-là pour revivre pas à pas le déroulement de cette tragédie qui va plonger des milliers de personnes dans l'angoisse, le mensonge et le chaos le plus total. Mais tu vas aussi découvrir à quel point l'être humain peut être courageux et jusqu'où il est prêt à se sacrifier pour sauver son prochain. Bienvenue dans la tragédie radioactive de Tchernobyl. Avant l'accident, Tchernobyl est un complexe nucléaire phare de l'Union soviétique, situé à 130 km au nord de Kiev, près de la frontière biélorusse. À 3 km de là se trouve la ville nouvelle de Pripyat, qui a été construite en 1970 et qui vit au rythme de la centrale nucléaire. C'est une cité jeune, dynamique, bâtie pour loger les ouvriers, ingénieurs et leurs familles. On la surnomme l'Atomgrad, la ville de l'atome. En avril 1986, la ville compte près de 50 000 habitants avec une moyenne d'âge d'à peine 26 ans. Cinéma, école, parc, piscine, tout a été prévu pour offrir une vie confortable aux familles venues construire et faire tourner la centrale. Pripyat est entouré de forêts et bordé par le fleuve, dont les berges sablonneuses servent de base stable à la centrale toute proche. Personne n'imagine qu'un accident grave puisse s'y produire. Pour l'État soviétique, l'énergie nucléaire est un symbole de progrès et d'avenir radieux. Les habitants de Pripyat se sentent en sécurité, bercés par le ronronnement lointain des turbines. Le 25 avril 1986, tout semble normal à la centrale Lénine de Tchernobyl. 4 réacteurs RBMK de 1000 MW chacun y tournent à plein régime, fournissant de l'électricité à la région depuis le début des années 80. Les réacteurs RBMK sont des réacteurs nucléaires soviétiques à très grande puissance, parce qu'avec uniquement 1000 MW, on a l'électricité nécessaire pour alimenter environ 1 million de foyers. Et eux, ils en ont 4, donc la centrale de Tchernobyl faisait partie des plus puissantes du monde à l'époque. En cette fin de semaine, une équipe d'ingénieurs s'apprête à effectuer un test de sécurité sur le réacteur 4, profitant d'un arrêt programmé pour maintenance. Мощность упала почти до 500 мегаватт. А что с Ларом? Я отключаю локальный автоматический регулятор мощности реактора. L'objectif du test, simuler une panne d'électricité pour vérifier si en cas d'arrêt brutal, les turbines pourraient suffisamment alimenter les pompes de refroidissement le temps que les générateurs de secours démarrent. C'est un essai technique de routine censé améliorer la sûreté du réacteur. Ce 25 avril au soir, rien ne laisse présager le drame. Les habitants de Pripyat rentrent du travail, dînent en famille et certains sortent même au cinéma ou fêtent un anniversaire. Et à la centrale, l'équipe de nuit prend son service sans imaginer qu'elle va entrer dans l'histoire malgré elle. Et oui, ce qu'ils ignorent, c'est qu'une série d'erreurs fatales et de défaillances va transformer ce test anodin en cauchemar. Peu avant minuit, plusieurs contretemps ont retardé le test, si bien qu'il commence en pleine nuit avec une équipe peu préparée dont le test n'était pas prévu pour eux au départ. Pressés par le temps, plusieurs procédures de sécurité sont désactivées ou ignorées pour mener le test coûte que coûte. Dans la salle de commande du réacteur numéro 4, l'ingénieur Anatoly Dyatlov pousse ses subordonnés à poursuivre l'essai malgré des indications inquiétantes. La puissance du réacteur tombé bien en dessous du niveau prévu le rend instable. Mais personne n'ose arrêter l'expérience. À 1h23 du matin, le 26 avril 1986, le bouton d'arrêt d'urgence est finalement enclenché, mais trop tard. En quelques secondes, le cœur du réacteur devient incontrôlable.
Une brusque montée de puissance suivie de 2 explosions souffle le couvercle de 1200 tonnes du réacteur. Un séisme de fer et de feu secoue le bâtiment 4. Les 1600 canaux de combustible s'ouvrent tels des geysers projetant des fragments brûlants de graphite et de combustible nucléaire à l'extérieur. L'explosion arrache le toit du bâtiment. Le cœur du réacteur se retrouve complètement à découvert en contact direct avec l'air. Le graphite à l'intérieur prend feu aussitôt. Et là, c'est l'enfer. Un incendie énorme démarre, attisé par la chaleur des matériaux en fusion sur le toit et dans tous les décombres. Des colonnes de fumée et de particules radioactives s'élèvent dans le ciel nocturne au-dessus de Tchernobyl. Et à des kilomètres à la ronde, des habitants aperçoivent une lueur étrange à l'horizon, comme une aurore inattendue. Et ceux qui se trouvent à proximité, ils vont même décrire plus tard, comme un flash bleu et un bruit assourdissant. Il est 1h23 du matin et 45 secondes lorsque la vie bascule à Tchernobyl. Sur le site même de la centrale, c'est la stupeur. Dans la salle de contrôle, personne n'ose croire que le réacteur a littéralement explosé. Un scénario jugé impossible. « C'est pas le réacteur qui a sauté, impossible !» répètent sous le choc certains ingénieurs. Mais très vite, les alarmes se déclenchent. La radioactivité explose et les premiers blessés arrivent. Certains employés sont complètement perdus, le visage brûlé, la peau rougie. Ils errent dans les couloirs sans vraiment comprendre ce qui se passe. Le chef de l'équipe de nuit, Alexandre Akimov, et son collègue Leonid Toptunov essayent de garder le contrôle. Mais leur corps est déjà en train d'absorber des doses mortelles de radiation. Dehors, c'est encore pire. Des morceaux de graphite en feu arrachés du cœur du réacteur sont éparpillés partout sur le sol. Un technicien ramasse les morceaux de graphite entre les mains sans savoir une seconde qu'il tient la mort entre ses doigts. La pièce, qui est noire et brillante, lui a brûlé la paume comme un charbon fusion. Aussitôt, l'alerte incendie est donnée. Il est environ 1h28 quand les premiers camions de pompiers de Pripyat franchissent le portail de la centrale. Et eux, les pauvres pompiers, ne savent rien sur la nature radioactive du brasier qui les attend. Leur mission, c'est d'éteindre l'incendie sur le toit du bâtiment 4 et surtout empêcher les flammes de se propager aux installations voisines, surtout au réacteur 3 qui se trouve tout proche. Le lieutenant Volodymyr Pravik et ses hommes grimpent sur le toit en courant, sans aucune combinaison anti-radiation. Juste en dessous, le réacteur éventré crache une lumière orange et des radiations invisibles. Mortelles, silencieuses, personne ne les voit, mais elles sont déjà partout. Les pompiers sentent un goût métallique étrange envahir leur bouche et un picotement sur leur visage, signe d'une irradiation massive que personne ne reconnaît sur le moment. Parmi eux se trouve Vassili Ignatenko, 25 ans, jeune recrue venu combattre ce qu'il pense être un simple feu industriel. Son épouse, Lyudmila, restée à Pripyat, voit au loin les flammes illuminer la nuit. Avant de partir, Vassili lui a dit de fermer les fenêtres et de ne pas s'inquiéter. Elle ignore qu'elle ne le reverra vivant que quelques heures, défiguré à l'hôpital avant qu'il ne succombe à un syndrome aigu d'irradiation 2 semaines plus tard. Des années plus tard, Lyudmila confiera « On me demande pourquoi je suis restée à son chevet alors que j'étais enceinte. Mais comment aurais-je pu l'abandonner? Je croyais mon bébé en sécurité dans mon ventre. Nous ne savions rien des radiations à l'époque. » Tandis que la centrale brûle, la ville de Pripyat, elle, dort encore paisiblement. Les habitants ne sont pas informés de l'accident. Et beaucoup assisteront au lever du soleil sans se douter qu'une menace invisible plane sur eux. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est combien de temps avant que la population comprenne qu'un désastre a eu lieu? Et surtout, combien de temps leur reste-t-il avant que l'irréversible ne commence? Dans les heures qui suivent l'explosion, la priorité absolue est de maîtriser les incendies. Toute la nuit, les pompiers montent sur le toit éventré du réacteur numéro 4. Ils se battent contre un feu incontrôlable et à l'aube du 26 avril, ils arrivent à calmer les plus gros foyers. Mais sous leurs pieds, le cœur du réacteur continue de brûler comme un volcan nucléaire. Un mélange d'uranium, de graphite et de métaux en fusion se forme sous les débris. Un magma radioactif qu'on appellera plus tard le corium. Il est 5h du matin, grâce à 34 brigades de pompiers, l'incendie à l'extérieur du bloc 4 est presque entièrement maîtrisé. Ces hommes ont été héroïques, mais ils ont payé le prix fort. Le lieutenant Pravik, comme beaucoup d'autres, est déjà gravement irradié. On les évacue en urgence vers l'hôpital de Pripyat, puis vers un hôpital spécialisé à Moscou. Certains mourront quelques jours plus tard, d'autres dans les semaines qui suivent. Tous victimes invisibles d'un poison qu'ils ne voyaient pas, mais qui les dévorait de l'intérieur.
Au petit matin du 26 avril, la population de Pripyat se réveille sous un beau ciel bleu printanier. Aucun communiqué officiel ne les informe de la catastrophe nocturne. Les autorités locales craignent la panique plus que les radiations. Ainsi, la vie suit son cours presque normalement ce samedi-là. On rapporte même qu'un mariage est célébré en ville, que des jardiniers du week-end retournent leur potager et que des pêcheurs profitent de la douceur du matin sur les berges du fleuve. Personne ne se doute que d'invisibles retombées radioactives se déposent déjà partout. Pourtant, dans certaines écoles, des enseignantes un peu mieux informées font avaler des comprimés d'iode aux enfants, sans trop d'explications, par précaution. Vers midi, des habitants commencent à ressentir un goût métallique et de légers maux de tête. Les plus curieux grimpent sur un pont ferroviaire en hauteur pour observer à l'horizon la centrale fumante. Ils ne savent pas que ce spectacle les expose déjà à des radiations intenses. Alors oui, plus tard on appellera même ce lieu le pont de la mort, en pensant à tort que tous ces curieux y auraient laissé la vie dans les mois suivants. Et oui, la légende raconte en fait que tous les témoins qui étaient présents sur le pont sont morts peu après. Mais les faits montrent que ce n'est pas totalement vrai. Alors oui, bien sûr, certains sont morts, mais d'autres non. Et il n'y a aucune preuve que tous soient décédés rapidement à cause de cet instant précis. Par contre, au vu des radiations bien entendu qui flottaient dans l'air cette nuit-là, il y a plus de chances effectivement qu'ils s'en soient tous sortis sans problème de santé. À la centrale, les autorités tentent désespérément de reprendre le contrôle. Les 3 autres réacteurs sont stoppés en urgence. Un comité gouvernemental est dépêché depuis Moscou, dirigé par le vice-premier ministre Boris Tcherbina et le scientifique Valery Legasov. Ils arrivent dès l'après-midi du 26 avril. Ils survolent le site en hélicoptère et ce qu'ils découvrent, les glaces d'effroi. Un cratère béant fumant au cœur de la centrale. La scène est irréelle. Le soir du 26 avril, près de 24 heures après l'accident, Moscou ordonne finalement l'évacuation. Dans la nuit, des centaines de bus se dirigent vers Pripyat. Le lendemain matin, 27 avril, à 11h, un message bref est diffusé sur la radio locale. En raison d'un accident à la centrale de Tchernobyl, une évacuation temporaire de la ville va débuter à 14h. Munissez-vous de vos affaires essentielles, documents, nourriture pour quelques jours. Les autorités vous informeront de la suite des événements. Alors là, on assure aux 49 000 habitants qu'ils pourront revenir chez eux d'ici seulement 3 jours. Personne n'y croit tout à fait, mais beaucoup espèrent encore. Imagine-toi, on te dit de prendre que le strict nécessaire. Résultat, tu pars avec un sac léger, laissant derrière toi tes animaux de compagnie, tes objets personnels et tous tes souvenirs. Mais en réalité, aucun retour n'a eu lieu. Les autorités ne voulaient juste pas semer la panique. Beaucoup ont raconté des années plus tard le choc d'avoir tout laissé derrière eux, sans même pouvoir dire au revoir à leur vie d'avant. À 14h précise, le 27 avril 1986, un lent convoi de 1200 autobus quitte la ville de Pripyat. En quelques heures, la ville autrefois florissante est vidée de sa population, figée à jamais dans le temps. On nous a dit de ne rien emporter, qu'on reviendrait bientôt, nous avons tout laissé, racontera plus tard un évacué. Cette évacuation, initialement présentée comme temporaire, deviendra définitive. Jamais plus ces familles ne reverront leur foyer. Tandis que Pripyat se transforme en ville fantôme, la bataille pour stabiliser le réacteur se poursuit sans relâche. Les jours suivants, des hélicoptères militaires survolent le cratère du réacteur 4 et déversent des tonnes de sable, d'argile, de plomb et de dolomite pour étouffer l'incendie et absorber les radiations. Au total, ce sont 5000 tonnes de matériaux qui seront largués sur les débris en fusion pour essayer de limiter les dégâts. Mais malgré tous les efforts, le cœur du réacteur continue de brûler et les experts commencent à envisager le pire. Ils commencent à s'imaginer un scénario apocalyptique. En fait, ils redoutent que cette masse brûlante qu'on appelle le corium traverse la dalle de béton qui se trouve sous le réacteur et qu'elle atteigne les nappes d'eau. Parce que oui, si le corium entre en contact avec de l'eau, il risque d'y avoir une nouvelle explosion thermique colossale qui pourrait être encore plus dévastatrice que la première. Donc là, c'est plutôt la panique. Cette possibilité, heureusement évitée, a hanté les autorités pendant des jours. Pour prévenir ce désastre, on envoie 3 volontaires ouvrir les vannes d'une piscine souterraine sous le réacteur, plonger dans l'eau radioactive jusqu'à la poitrine et équipés de simples lampes torches,
Alexei Ananenko, Valery Bespalov et Boris Baranov accomplissent leur mission le 6 mai en localisant et en actionnant les vannes dans le noir. Grâce à eux, des millions de litres d'eau contaminée sont évacués, éliminant le risque d'explosion thermique. Contrairement à une légende tenace, ces 3 plongeurs de Tchernobyl n'ont pas trouvé la mort tout de suite. 2 d'entre eux étaient encore vivants plus de 30 ans après les faits et ont même été décorés en 2018 pour leur courage. Parallèlement, un autre front s'ouvre sous la centrale. Le 4 mai, les autorités font appel à des mineurs du Donbass, des hommes robustes, habitués aux galeries sombres et étroites. On leur demande l'impossible, creuser un tunnel sous le réacteur en ruine le plus vite possible pour y installer un système de refroidissement d'urgence. Pendant 3 semaines, ils vont travailler jour et nuit dans une chaleur étouffante, sans réelle protection, torse nu, couverts de sueur et de poussière radioactive. Ils savent que chaque coup de pioche compte. Ils creusent pour empêcher le cœur en fusion d'atteindre la nappe phréatique, cette immense réserve d'eau qui est cachée sous terre, et de provoquer une nouvelle explosion. Et au final, heureusement, le tunnel ne servira jamais. Le corium s'est figé avant d'aller plus loin. Mais à ce moment-là, personne ne le savait. Et ces hommes, eux, ont tout donné, juste pour éviter un second désastre. Du coup, là, on peut voir qu'en l'espace de quelques jours, la vie de dizaines de milliers de personnes a été bouleversée et un péril inimaginable a été contenu de justesse. Mais finalement, comment l'URSS va-t-il gérer justement les conséquences de cet accident sur la scène internationale? Parce que ça va toucher les autres pays. Et finalement, que va-t-elle dire ou cacher au reste du monde? Je te laisse découvrir ça maintenant. Du côté des autorités soviétiques, les premières heures de crise sont marquées par le silence et la confusion. À Moscou, le leader Mikhaïl Gorbatchev n'apprend officiellement l'accident que le lendemain, 27 avril. Sur place, les responsables de la centrale tardent à admettre l'ampleur du désastre. Le directeur Viktor Bryukhanov et l'ingénieur en chef Nikolai Fomin, dépassés, communiquent des informations minimisées à leur hiérarchie. Dans un état habitué au secret, personne n'ose avertir le Kremlin qu'un réacteur nucléaire est en ruine. Ce n'est que le 28 avril au matin que l'alerte est donnée à l'étranger, lorsque des capteurs de la centrale suédoise de Forsmark détectent un taux anormal de radiation dans l'air. Des ingénieurs suédois, après vérification, comprennent que le problème ne vient pas de chez eux. Le nuage radioactif vient d'ailleurs. L'URSS est contrainte de sortir du silence. Le 28 avril à 21h, soit plus de 60 heures après l'explosion, un bref communiqué du TASS, qui est l'agence de presse officielle de l'Union soviétique, admet un accident à la centrale de Tchernobyl, tout en affirmant qu'il est maîtrisé. Aucune donnée chiffrée, aucun détail. Ils veulent vraiment donner un ton rassurant en minimisant la gravité de la situation. Mais le mal est fait et le monde comprend que quelque chose de grave s'est produit. Dans les jours suivants, la gestion de crise oscille entre précaution réelle et déni public. Le 1er mai 1986, malgré la radioactivité mesurée à Kiev à 110 km de là, les autorités maintiennent la parade traditionnelle de la fête du travail. Des milliers d'enfants et de familles défilent sous un soleil printanier, exposés sans le savoir aux nuages radioactifs invisibles de Tchernobyl. Ce n'est qu'après le 2 mai que Kiev se décide à fermer écoles et crèches. Gorbatchev, de son côté, garde le silence pendant plus de 2 semaines. Finalement, le 14 mai 1986, le secrétaire général prend enfin la parole lors d'un discours officiel de 45 minutes diffusé à la télévision. 9 morts, 299 blessés souffrant, dit M. Gorbatchev, d'irradiation plus ou moins grave. M. Gorbatchev ne mâche pas ses mots, il parle d'emblée du malheur qui frappe le peuple soviétique. Il dit malheur, mais à voir la solennité de son visage, on comprend qu'il s'agit plutôt d'une catastrophe et tous les soviétiques qui n'étaient pas encore pleinement sensibilisés à la gravité du fait, maintenant, ce soir, ils doivent l'être. Il reconnaît la gravité de la situation et la nécessité de changement. Ni les politiques ni les scientifiques n'étaient préparés à saisir l'ampleur d'un tel événement, avoue-t-il en substance. Gorbatchev défend la réaction du Kremlin en affirmant qu'au départ, eux-mêmes n'avaient pas conscience de l'étendue du désastre. Et cette catastrophe arrive en plein cœur d'une période de changement en URSS, une époque où le pouvoir promettait plus de transparence et de réformes. Et l'ironie du sort, c'est que c'est justement Tchernobyl qui va forcer le régime à s'ouvrir un peu plus dans ses communications et à être un peu plus transparent. Du moins, pour un temps.
Les téléspectateurs soviétiques ont vu ce soir pour la première fois depuis la catastrophe ces images de la région de Tchernobyl accompagnées d'un commentaire rassurant. Sur le terrain, l'État mobilise des ressources colossales pour gérer l'après-crise. Entre 1986 et 1990, plus de 600 000 soviétiques, militaires, ingénieurs, ouvriers, pompiers participent aux opérations de nettoyage et de confinement à Tchernobyl. On les appellera les liquidateurs. Venus de toute l'URSS, souvent volontaires mais pas toujours informés des risques, ils vont décontaminer les alentours, construire un sarcophage en béton autour du réacteur éventré et retirer les débris hautement radioactifs. Beaucoup de ces liquidateurs travaillent dans des conditions spartiates, avec des protections dérisoires. Sur le toit du réacteur, la radioactivité est tellement forte que les machines ne tiennent pas. Les robots téléguidés envoyés pour nettoyer les débris tombent en panne les uns après les autres. Les radiations les détruisent en quelques minutes. Alors, on envoie des hommes. Par groupe, ils montent, chacun pour 90 secondes maximum, pour ramasser des morceaux de graphite brûlants avec des pelles et les jeter dans le cratère. Plus de 3500 hommes vont se relier sur ce toit infernal, chacun repartant avec une dose de radiation énorme, parfois la dose maximale admissible et parfois malheureusement plus. Beaucoup en garderont des séquelles à vie. Ces hommes, qu'on surnomme les biorobots, seront plus tard décorés comme héros de la nation pour leur sacrifice. Dans les semaines qui suivent, l'Union soviétique organise aussi l'évacuation massive des zones contaminées. Après Pripyat, on vide un périmètre de 30 km autour de la centrale. Plus de 100 000 personnes supplémentaires sont déplacées en Ukraine, Biélorussie et Russie. Au total, environ 350 000 personnes finiront par être évacuées des régions les plus touchées par les retombées radioactives. L'URSS crée des villes nouvelles pour reloger les exilés de Tchernobyl, comme Slavutych, construite en 1 an pour remplacer Pripyat. Et elle verse également des compensations financières aux familles. Mais l'onde de choc économique et social est immense. Le coût de la catastrophe pour Moscou se chiffre en milliards de roubles et contribue à plomber une économie soviétique déjà chancelante. Gorbatchev lui-même reconnaîtra plus tard que Tchernobyl a probablement été le véritable catalyseur de l'effondrement de l'URSS. Et oui, malheureusement, au-delà du désastre industriel, Tchernobyl a brisé la confiance du peuple dans le système. Le retard à informer les citoyens, les mensonges initiaux, tout ça a bien sûr laissé une blessure profonde auprès des citoyens. Mais l'Union soviétique a fini par refermer tant bien que mal la plaie ouverte à Tchernobyl. Elle y est parvenue grâce à des efforts surhumains et au prix des milliers de vies sacrifiées. Mais le plus difficile reste à venir, le bilan humain et environnemental. Et là, bien sûr, la question qu'on se pose, c'est quels seront finalement les effets de cette catastrophe sur la santé des populations? Et surtout, combien de terres resteront contaminées et pour combien de temps? Et à ce moment-là, personne n'a encore les réponses. Mais une chose est sûre, Tchernobyl vient de changer le cours de l'histoire. Officiellement, le bilan humain immédiat de l'accident de Tchernobyl est de 31 morts. Ce chiffre, annoncé par les soviétiques en août 1986, ne comprend que les décès directs. 2 employés de la centrale tués la nuit de l'explosion et 29 pompiers et travailleurs décédés dans les semaines suivantes des suites d'un syndrome aigu d'irradiation. Mais ce bilan, il reflète qu'une partie de la réalité, parce qu'en vérité, des centaines de milliers de personnes ont été exposées à divers degrés de radiation, et les conséquences sanitaires à long terme font encore l'objet de débats. Et le cas le plus incontestable, c'est celui du cancer de la thyroïde chez les enfants et adolescents des régions touchées. Dans les 20 ans qui ont suivi, on a recensé environ 5000 cas de cancer de la thyroïde chez des personnes qui étaient enfants en 1986 et ont été exposées à l'iode 131 radioactif. Par chance, ce type de cancer se soigne généralement bien. Le nombre de décès associés est relativement faible, on l'estime à peu près à quelques dizaines. Mais il y a quand même des vies qui ont été bouleversées avec des opérations, des traitements à vie et de l'angoisse. Évaluer le nombre de morts indirectes de Tchernobyl est extrêmement difficile. Les organisations internationales estiment que le nombre de décès prématurés causés par l'accident pourrait s'élever à plusieurs milliers sur les décennies à venir en tenant compte des cancers induits par de faibles doses étalées sur des millions de personnes. Un rapport publié en 2006 estime qu'à long terme, jusqu'à 4000 personnes pourraient mourir d'un cancer lié à Tchernobyl rien que parmi les plus exposés. Mais d'autres études vont beaucoup plus loin. Certaines, soutenues par des ONG comme Greenpeace, avancent des chiffres bien plus élevés.
Des dizaines de milliers de morts potentielles en comptant non seulement les cancers, mais aussi d'autres maladies graves comme les troubles cardiaques, la cataracte ou encore les problèmes immunitaires. Et cette fois, on parle de populations bien plus larges, parfois réparties sur plusieurs pays. La controverse persiste. Entre minimisation et exagération possible, la vérité se situe probablement entre les deux. Ce qui est certain, c'est que des milliers de liquidateurs ont vu leur santé gravement affectée. Nombre d'entre eux ont développé des maladies graves, comme Natalia Mansourova, radiobiologiste de 35 ans envoyée sur place en 1986. Natalia a passé 4 ans à nettoyer la zone interdite, sans jamais connaître précisément la dose qu'elle a reçue. Elle se souvient qu'en quelques heures sur le terrain, les parties de son corps non protégées brunissaient, comme sous un soleil violent, et qu'elle saignait du nez sans raison. 35 ans plus tard, Natalia est la seule survivante de son équipe de 8 liquidateurs de l'époque. Tous les autres sont morts d'un cancer. Elle a subi une opération pour qu'on lui enlève la thyroïde, des tumeurs multiples et a été déclarée invalide à 42 ans. Après Tchernobyl, il n'y a jamais eu de retour à la normale, dit-elle. Des histoires comme celle de Natalia, il en existe malheureusement beaucoup parmi les 600 000 liquidateurs. L'impact psychologique et social est un autre héritage lourd de Tchernobyl. Des centaines de milliers de personnes ont été déracinées de force, perdant tout du jour au lendemain, leur maison, leur village et leur terre natale. Et cet exil imposé a engendré chez beaucoup de personnes énormément de stress, de chagrin et un sentiment aussi d'abandon qui est très difficile à mesurer. Il y a des mères qui témoignent qu'elles ont constamment peur pour la santé de leurs enfants, des couples se sont brisés sous le poids justement de la maladie ou même de la culpabilité, et le nom même de Tchernobyl est devenu un stigmate dans certaines régions. On chuchotait à l'école sur les enfants de Tchernobyl, on avait peur de les fréquenter comme s'ils étaient contagieux. Sur le plan environnemental, les dégâts sont immenses et durables. L'explosion du réacteur 4 a libéré dans l'atmosphère l'équivalent de 200 fois les retombées radioactives des bombes d'Hiroshima et Nagasaki combinées. Le nuage de particules a voyagé au gré des vents pendant plus de 10 jours, retombant avec les pluies un peu partout en Europe. Les pays les plus touchés sont l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie occidentale qui ont reçu 70% des retombées. Mais des traces mesurables de contamination sont relevées jusqu'en Scandinavie, en Écosse, en Allemagne, en France, en Grèce et même jusqu'en Irlande. Au total, environ 200 000 km² en Europe ont été pollués à divers degrés par les retombées de Tchernobyl. Sur ces terres contaminées, le plus dangereux à long terme, c'est le césium-137, un élément radioactif qui reste actif très longtemps. Sa demi-vie est de 30 ans. Ça veut dire qu'il faut des dizaines d'années pour qu'il perde seulement la moitié de sa radioactivité. Et le césium-137, il s'infiltre dans les sols, dans les plantes, dans les animaux et finit par entrer dans notre chaîne alimentaire. Extrêmement dangereux. Et le résultat, c'est que des populations locales continuent à être exposées à de faibles doses de radiation jour après jour, année après année. En 1986, des zones entières de forêts et de champs sont souillées. La fameuse forêt rousse de 4 km² près de la centrale reçoit une dose colossale. Les arbres meurent debout en quelques jours, prenant une teinte rougeâtre, d'où son nom. On finit par la raser et l'enterrer. À des dizaines de kilomètres à la ronde, la faune et la flore subissent un choc. Dans les mois qui suivent, on observe des animaux amaigris, des cas de mortalité anormale et quelques malformations chez les nouveau-nés, comme des oiseaux au plumage étrange ou des malformations chez des rongeurs. Les insectes pollinisateurs se font rares dans la zone la plus contaminée. Des études menées dans la zone d'exclusion montreront plus tard des taux élevés de mutations génétiques chez les végétaux et les animaux exposés en permanence aux radiations. Pourtant, avec le retrait prolongé de l'activité humaine, la nature va aussi reprendre ses droits de manière spectaculaire. Quelques années après l'évacuation, des élans, des cerfs, des sangliers et même des loups réapparaissent en nombre dans la zone interdite. Privés de la présence de l'homme, ces grands animaux prospèrent, formant une sorte de réserve sauvage involontaire. Dans les villages abandonnés, les arbres poussent à travers les maisons. La nature a repris ses droits. Des chevaux de Przewalski, c'est une espèce sauvage qui est réintroduite, galopent librement sur les terres de Pripyat. Alors à première vue, on pourrait croire qu'il y a un renouveau écologique, une sorte de retour à la vie. Malheureusement, ce serait une illusion de croire ça parce que cette nature, elle est silencieuse et certains maillons qui est essentiel à la biodiversité ont malheureusement disparu. Dans les zones les plus irradiées, il n'y a presque aucun insecte pollinisateur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'abeilles, pas de papillons et la chaîne alimentaire est déséquilibrée.
Alors certaines espèces semblent s'adapter et d'autres non. Mais en réalité, la zone de Tchernobyl est devenue un immense laboratoire à ciel ouvert où les scientifiques profitent d'étudier encore aujourd'hui les effets de la radioactivité chronique sur le vivant. On vient de voir l'impact colossal de Tchernobyl sur les êtres humains et l'environnement. Et près de 40 ans se sont écoulés. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel est l'héritage concret de Tchernobyl dans notre monde actuel? On va le découvrir tout de suite. Des décennies se sont écoulées, mais Tchernobyl est loin d'être relégué au passé. Sur le site de la centrale, le danger persiste sous une autre forme. Dès novembre 1986, les Soviétiques ont terminé en un temps record la construction d'un sarcophage de béton et d'acier recouvrant les débris du réacteur 4. Ce premier confinement, construit à la hâte par des milliers d'ouvriers, a vieilli prématurément, menaçant de s'effondrer dans les années 2000. Pour sécuriser durablement le site, un immense nouveau confinement a été achevé en 2016. Un dôme métallique de 36 000 tonnes, haut de 108 mètres, qu'on a fait glisser au-dessus de l'ancien sarcophage et du réacteur détruit. Cette prouesse d'ingénierie garantit que la radioactivité reste confinée pour les 100 ans à venir tout au plus. Que se passera-t-il ensuite? Il faudra encore des décennies, sinon des siècles, pour démanteler et assainir totalement le réacteur accidenté. Aujourd'hui encore, le cœur fondu du réacteur est toujours là. Un magma solidifié, terriblement radioactif, qui repose au fond du bâtiment détruit et qu'il faudra un jour extraire à l'aide de robots spécialement développés. Et ce n'est pas tout, certains déchets comme le plutonium-239 resteront dangereux pendant au moins 20 000 ans. Oui, 20 000 ans de surveillance, de confinement et de vigilance. Donc en clair, cette catastrophe est loin d'être terminée. Les autres réacteurs de la centrale de Tchernobyl, quant à eux, ont continué de fonctionner bien après 1986. Fait méconnu, les réacteurs 1, 2 et 3 ont été relancés et exploités pendant encore 13 années après l'accident. Le dernier a finalement été arrêté en décembre 2000 sous la pression internationale. Aujourd'hui, plus aucune production d'électricité n'a lieu sur le site, mais plusieurs milliers de personnes y travaillent encore pour la maintenance, la surveillance et la recherche. Tchernobyl est devenu un lieu de mémoire et d'études. Une zone d'exclusion de 30 km de rayon existe toujours autour de la centrale. Officiellement, la zone autour de la centrale est vide, interdite à l'habitation, mais dans les faits, quelques centaines de personnes y vivent encore. On les appelle les Samossiols. Ce sont des irréductibles, pour la plupart des personnes âgées revenues vivre dans leurs anciens villages malgré l'interdiction. Ils ont préféré retourner chez eux, sur leur terre, dans leur maison, plutôt que finir leurs jours ailleurs déracinés. Mais depuis une dizaine d'années, Tchernobyl attire un tout autre public, des touristes. Il y a des agences qui organisent des visites à la journée dans la ville fantôme de Pripyat pour voir de près la grande roue rouillée, les immeubles vides et l'atmosphère figée de 1986. Et cette dark tourisme, il a connu un essor particulier après cette mini-série télévisée de Tchernobyl de 2019 qui a un petit peu ravivé l'intérêt du grand public pour cette histoire. Alors ce type de tourisme, il est bien entendu encadré et sans danger si on respecte pour autant les consignes, parce que les doses reçues lors d'une visite sont relativement faibles. Mais il soulève quand même des questions éthiques sur notre rapport au lieu des catastrophes. L'héritage de Tchernobyl, c'est enfin une leçon pour toute l'industrie nucléaire mondiale. L'accident a mis en lumière les failles du système soviétique de l'époque, mais il a aussi poussé à améliorer la sûreté nucléaire partout ailleurs. Tchernobyl a conduit à la mise en place de conventions internationales de notification et de coopération en cas d'urgence nucléaire. Les standards de sécurité ont été rehaussés, les réacteurs RBMK encore en service en Russie et Lituanie ont été modifiés pour corriger les défauts qui avaient contribué à l'explosion. On a également créé l'échelle INES, International Nuclear Event Scale, pour classer la gravité des accidents. Tchernobyl a été classé niveau 7, le maximum, tout comme Fukushima en 2011. Paradoxalement, Tchernobyl a peut-être sauvé des vies à long terme, en forçant l'industrie nucléaire à ne plus jamais prendre la sécurité à la légère. Mais l'accident a aussi galvanisé l'opposition antinucléaire dans de nombreux pays. En Europe de l'Ouest notamment, il a ancré durablement la méfiance envers l'énergie nucléaire, contribuant à freiner des projets ou à accélérer la sortie du nucléaire dans certains pays. Sur le plan politique, Tchernobyl a joué un rôle dans l'histoire de l'URSS.
Gorbatchev a admis que cet événement tragique a accéléré la chute de l'Union soviétique plus que beaucoup d'autres facteurs. La catastrophe a coûté des sommes faramineuses, affaibli la confiance du peuple et a surtout forcé le régime à faire quelque chose d'impensable. Dire un peu la vérité. Cette brèche dans le contrôle de l'information a fragilisé tout l'édifice soviétique. Et pour certains historiens, Tchernobyl, c'est le début de la fin de l'URSS. Et oui, Tchernobyl, c'est plus qu'un accident. Ça fait maintenant près de 40 ans que cette catastrophe a eu lieu et le monde en porte encore les stigmates. Malheureusement, des terres resteront contaminées pour des siècles, des familles portent encore le deuil de leurs proches et de leur santé, et une ville entière demeure abandonnée. On peut dire que c'est un rappel brutal de ce que l'erreur humaine, la négligence et le silence peuvent déclencher. Mais c'est aussi un rappel du courage et des sacrifices de milliers d'anonymes qui ont empêché que la situation s'aggrave davantage. Si cette histoire t'a fait réfléchir, abonne-toi à la chaîne et laisse un like si tu veux soutenir ce travail. Et partage en commentaire ce qu'elle t'inspire et si tu souhaites plus de contenu de ce type. Merci d'avoir traversé cette histoire avec moi et souviens-toi, ce n'est qu'en comprenant les erreurs du passé qu'on peut espérer mieux construire son avenir. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.